Maria Malagardis, bonjour. Nous vous recevons ici au CCLJ et nous en sommes extrêmement heureux pour votre roman « Avant la nuit ». Et quelle nuit, puisque quand on connaît le sujet de ce roman, il retrace en fait les quelques mois qui précèdent le génocide des Tutsis au Rwanda. Et donc moi, ma première question, c'était de savoir quand et comment vous avez rencontré le Rwanda. Alors le mot « rencontrer » est intéressant parce qu'on peut considérer que j'ai rencontré le Rwanda en janvier 1994, donc 4 mois avant le génocide, grâce à Jean Carbonard, qui est venu me voir à l'époque à la rédaction du journal La Croix où je travaillais, pour m'avertir des menaces qui pesaient sur le destin de ce petit pays. Au début, je l'avais pris un peu à la légère. Il m'avait parlé au téléphone de génocide. Je me disais, mais tout ça doit être un peu exagéré, ce petit pays minuscule. Un génocide, c'est un mot lourd de sens. Mais en l'écoutant parler, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de profondeur, beaucoup de force de conviction. Il a réussi à me convaincre. Et dans les mois qui ont suivi, même si je traitais d'autres sujets africains, je gardais toujours un œil sur ce qui se passait au Rwanda. Le 7 avril au matin, quand je me suis réveillée, avant d'aller au journal, j'ai mis la radio. Et quand j'ai appris que l'avion du président Habyarimana avait été abattu, j'ai compris que le fameux signal dont il m'avait parlé lui aussi en disant que voilà, tout était prêt mais que quelque chose allait se produire qui justifierait en fait l'orgie de sang, j'ai tout de suite compris que ça devait être ça et tout de suite, très vite, en fait, ça s'est confirmé puisque les tueries ont pris immédiatement une proportion absolument hallucinante. Et évidemment, c'est vite posé la question donc d'y aller, sauf que j'étais à l'époque, comme la plupart de mes confrères dans les rédactions parisiennes, mais je dirais dans toutes les rédactions occidentales, j'étais coincée, si je puis dire, par le fait que nous avions tous prévu de nous rendre en Afrique du Sud pour les premières élections multiraciales, et donc l'élection de Nelson Mandela, qui était la belle histoire de l'année, ce happy end inattendu, qui même en mars restait quand même un peu fragile. Donc très vite, dans les jours qui ont suivi, je suis partie, non pas à Kigali, non pas au Rwanda, mais je suis partie à Johannesburg en Afrique du Sud. Et dès que je suis rentrée d'Afrique du Sud, je suis repartie une semaine plus tard au Rwanda, en passant par l'Ouganda. Et je me suis retrouvée, évidemment, au cœur du cauchemar. J'y suis restée, je pense, une semaine. J'étais arrivée du côté des forces de la rébellion du Front patriotique rwandais qui avaient repris les armes. Et nous étions une poignée de journalistes. Ça n'intéressait pas énormément la presse, les médias, ce génocide, même en mai. Et donc nous avons suivi l'avancée des troupes du FPR. Une autre fois, nous sommes allés à Kigali où nous avons rencontré très brièvement le général Dallaire, qui était donc le commandant de la force de l'ONU sur place. Et j'ai une image qui m'est restée. On a été aussi visiter l'aéroport complètement détruit, qui venait d'être plus ou moins repris par le FPR, mais enfin c'était un peu fluctuant. Il y avait, de toute façon, on entendait des bombardements partout, tout autour de la ville. Et nous sommes montés dans la tour de contrôle, qui était plongée dans l'obscurité. Et tout était bon, le climat était très tropical et la rampe était très humide. Et quand on a surgi à la lumière tout en haut de la rampe, de la tour, je me suis rendu compte que ma main était couverte de sang. Et pour moi, c'est resté une image parce que, évidemment, j'ai quand même très vite compris que cette histoire n'allait pas être passagère dans mon expérience professionnelle et que c'était la portée, le vertige de ce qui se passait dans ce pays, ce à quoi j'ai pu assister, même en ne restant qu'une semaine, puisque nous ne pouvions pas écrire les papiers sur place. Donc il fallait retourner dans un endroit
où il n'y avait pas de guerre. En l'occurrence, pour moi, c'était Kampala. Et puis après, j'ai pris l'avion pour pouvoir rédiger nos papiers. Mais cette semaine, a posteriori, elle me semble avoir duré une éternité. Et dans ces premiers papiers, vous nommez le crime précisément? Absolument. Ouais. Absolument. Je crois que mon premier papier avait été, qui était un long reportage de plusieurs pages, avait été titré Sur les traces du génocide. Donc vous êtes grand reporter et voilà 30 ans que vous suivez l'actualité du Rwanda depuis le génocide des Tutsis. Et alors que vous avez déjà traité cette thématique, je pense à votre dernier ouvrage qui suit le combat du couple Gauthier pour arrêter les génocidaires qui se cachent en France et les mener devant la justice, vous décidez à écrire un roman qui s'intitule donc Avant la nuit. Et pourquoi avoir choisi la forme romanesque? En fait, la forme romanesque me semblait déjà donner plus de liberté. Je suis journaliste, donc effectivement, j'ai écrit 2 essais déjà sur le Rwanda. Et quand on écrit des essais, comme quand on écrit des articles, il est évidemment très important d'être au plus près de la vérité, de vérifier ses sources, d'obtenir l'accord des personnes qui sont citées. Et cette fois-ci, je savais que ce que je voulais raconter, c'était la montée des périls. C'était les mois qui ont précédé le génocide. J'avais pas mal d'informations sur ce qui s'est déroulé mois par mois. Et d'ailleurs, le roman est construit de cette façon-là, c'est-à-dire que chaque chapitre est un mois. Et nous allons progressivement vers le déclenchement du génocide. Et j'avais des informations, mais je voulais trouver un lien entre ce qui pouvait apparaître comme les pièces d'un puzzle épars. Je voulais me donner la liberté de pouvoir, dans un même personnage, mettre plusieurs personnes que j'ai croisées ou que j'ai connues, ou dont on m'a raconté l'histoire. Et évidemment, la fiction offrait cette possibilité. Elle offrait aussi la possibilité d'utiliser plus facilement une tension dramatique que je voulais également, que j'ambitionnais également d'imprimer au livre. Et puis, tout est parti aussi d'une histoire qui me hantait depuis longtemps, que j'avais découvert dans l'autobiographie du général Dallaire, qui est ce meurtre d'enfants, de petits paysans hutus, qu'on retrouve assassinés sans comprendre vraiment pour quelles raisons on s'est attaqué à eux. Ils ne faisaient pas partie de la minorité Tutsi qui était déjà régulièrement stigmatisée et l'objet de violences meurtrières. Et avec ces enfants, c'est un degré quelque part plus fort, puisque l'idée même et d'ailleurs les personnages de mon roman se posent plusieurs fois la question, l'idée même de tuer des enfants nous semble a priori les enfants de ses proches, les enfants de son camp, nous semblent a priori quelque chose d'insensé, mais on découvre petit à petit dans le roman pourquoi cela a été fait, comment ça a été rendu possible. Et là-dessus, je dois dire que le général Dallaire, qui n'a jamais achevé cette enquête, était quand même globalement arrivé aux mêmes conclusions. Donc voilà, c'est un peu cette volonté de lier l'imagination avec finalement la vérité, la réalité des faits, qui m'a conduit à choisir la voie du roman. Mais en réalité, il y a plus de réalité que de fiction dans ce roman. C'est ce que vous écrivez d'ailleurs dans le préambule, tout est fiction et tout est réel. Et ça amène le lecteur, je trouve, dans une certaine ambivalence, parce qu'on lit ce roman comme un thriller, une véritable enquête sur pourquoi ces enfants ont été assassinés, qui est responsable de ce meurtre, et en même temps, on retrouve des personnes clés de l'histoire avant le génocide et pendant le génocide aussi. Vous citiez Jean Carbonard, qui est un des premiers à avoir alerté, en Occident en tout cas,
la dangerosité de ce qui se préparait au Rwanda. Et donc, on est tenu en haleine par cette enquête, et en même temps, on est face à ce livre, pour ceux qui connaissent bien l'histoire du génocide, et on se dit, mais tout est vrai, tout est réel, ils sont tous là, même si parfois on devine certains noms d'emprunts. Et je me suis demandé, tiens d'ailleurs, comment vous aviez décidé que certains gardaient leur nom véritable et qu'à d'autres vous donniez un nom de fiction? Je n'ai pas de réponse toute faite parce que ça s'est fait assez naturellement en fait, sans réellement rationaliser ce choix. Mais disons qu'il y avait des personnages qui devaient être un mélange de plusieurs personnages et que par conséquent ceux-là seraient fictionnisés et qu'il y en a d'autres qui pouvaient apparaître sous leur vrai nom et leur vrai caractère et leur vraie place dans l'histoire. Vous citez Jean Carbonard, effectivement, c'est presque un hommage indirect que j'essaye de lui rendre, mais il y en a d'autres. Il y a le Landau, qui est un député, un ministre à l'époque d'opposition, et sa femme Hélène, qui est canadienne. Et on les retrouve et leurs enfants, et c'est des gens qui vont mourir dès le 7 avril 1994. Toute la famille va être massacrée. Et voilà, c'est des personnages que je voulais mettre dans ce décor parce que en réalité, vraiment la fiction n'est qu'un prétexte pour raconter cette montée des périls que certains n'ont pas voulu voir, que certains n'ont pas pu voir, que certains n'ont pas compris. Et il y a beaucoup d'épisodes en réalité qui sont très vrais. Le couple de Charles et de Clarisse sont à moitié inventés, c'est-à-dire que Charles emprunte beaucoup à un ami d'ailleurs qui a été un employé du Centre culturel français avant le génocide. Clarisse est un personnage totalement inventé, mais la scène où ils se retrouvent devant l'Assemblée avec leur petite fille et ils se font attaquer, puis ils vont être sauvés par des casques bleus qui passent là-bas par hasard, ne leur est pas arrivé à eux nommément, mais est arrivé à un couple en janvier 1994 et c'est passé globalement de cette façon. Donc il y a toujours cette volonté de, à la fois peut-être, je pensais peut-être qu'à la fois je voulais que les gens qui connaissent l'histoire s'y retrouvent avec des repères familiers, comme aussi avec l'américaine qui habite ce cottage perdu dans les collines au nord du Rwanda et qui était une grande amie de Diane Fossé, chez qui j'ai habité, donc je connais le cottage et que j'avais rencontré après le génocide. Voilà, que les gens qui connaissent puissent s'y retrouver, des repères chez Landau, tel personnage qui était connu à l'époque de tout le monde, comme Landau par exemple, mais comme aussi Rosker. Et puis retracer, grâce à la liberté qu'offrent des protagonistes qui sont plus un mélange de personnages ayant existé, voilà, que ça puisse, que ceux qui connaissent puissent s'y retrouver, en fait, et ceux qui ne connaissent rien à cette histoire puissent avoir à la fois des repères réels et une fiction qui raconte une période cruciale dans l'histoire du génocide, parce que je pense aussi que la meilleure façon de lutter contre le négationnisme qui ne cesse d'empoisonner cette histoire depuis 30 ans et qui ne perd aucune vigueur, c'est de rappeler que le génocide, ce n'est pas une météorite qui un beau matin transperce un ciel paisible et serein, mais que c'est un long processus. Alors c'est un long processus historique qui remonte aux origines du Rwanda indépendant, mais c'est aussi un processus qui s'est accéléré dans les mois qui précèdent et on savait tout et on n'a rien fait. Autre élément qui est tout à fait véridique, c'est le fameux rapport du chef des renseignements belge, le major Hock, qui dès février annonce qu'on a des informations sur un plan pour assassiner une dizaine de casques bleus. En plus, le chiffre fait froid dans le dos, puisque c'est ce qui va se passer au moment où le pays va basculer. Donc dès février, les chancelleries sont au courant de ce risque-là.
Et pourtant, tout le monde est tétanisé, tout le monde est paralysé, et certains, bien évidemment, ne veulent surtout pas voir ce qui risque d'arriver. Oui, et on retrouve les protagonistes de l'époque, les casques bleus, impuissants. Donc vous disiez avoir rencontré le général Dallaire. Quand vous le rencontrez, il est comment face à la situation cataclysmique qui se déroule? C'était une rencontre quand même très formelle. Il était sorti de l'endroit où se trouvaient les casques bleus. Nous étions plusieurs journalistes, il y avait quelques photographes et il nous a adressé quelques mots sur la situation de façon plus tactique que émotionnelle. Donc ce n'était pas un grand moment, je dirais. Dans mon souvenir, c'était un homme qui avait l'air très fatigué et très amaigri. Mais il n'a pas, c'était pas un entretien au coin du feu ou même un entretien en petit cercle intime, donc il avait un discours de point de presse plus que d'état d'âme par rapport à la situation. Mais son autobiographie est quand même très intéressante parce que elle montre bien, un film en a été tiré d'ailleurs, elle montre bien justement comment là encore, les dangers se sont accumulés et mon personnage qui incarne Dallaire, mais que je ne nomme pas Dallaire, mais tout le monde comprend bien évidemment qu'il s'agit de lui, même la description physique est très proche, a effectivement employé cette expression qui revient souvent dans son autobiographie de force des ténèbres. C'est-à-dire, au début, c'est pas évident, ça devient de plus en plus évident. Dans mon roman, comme ça s'est passé, il y a des signaux inquiétants, mais très vite s'impose cette idée que quelque chose se joue dans l'ombre, qu'on n'a pas toutes les cartes en main, qu'il y a des faux semblants, qu'il y a les discours officiels et la réalité, qu'il y a les ténors officiels du gouvernement et puis des gens comme un certain directeur de cabinet du ministère de la Défense, qui en apparence ont un rôle secondaire, mais qui en réalité tirent les ficelles de quelque chose de beaucoup plus terrible. Donc voilà, c'est ce mélange des faits et de la fiction qui fait que j'ai choisi certains personnages de les désigner et d'autres pas. Mais encore une fois, l'idée c'est que tout lecteur puisse s'y retrouver. Alors, pour nombre de personnes qui connaissent l'histoire du Rwanda et qui ont été au Rwanda, votre livre est effectivement extrêmement prégnant dans le sens où on est tous tellement hantés par cette histoire. Je crois qu'une fois qu'on s'est rendu au Rwanda, on ne quitte plus jamais le Rwanda, il est toujours dans notre tête. Aujourd'hui, 30 ans après, vous continuez à suivre l'actualité au Rwanda et comment trouvez-vous ce pays aujourd'hui, 30 ans après? Je crois que ça restera longtemps un pays meurtri. Il ne faut pas se leurrer. 30 ans, c'est pas grand-chose. C'est à peine une génération, 2 générations. Il y a encore beaucoup de rescapés qui vivent avec la hantise de ce qui s'est passé. Après, bien sûr, il y a un développement économique spectaculaire et qui n'était pas du tout attendu. Je pense qu'il est assez unique en Afrique et peut-être même dans le monde. Moi, j'ai été au Rwanda pendant le génocide, mais j'y suis retournée juste après, pendant l'été 94. Et qui aurait pu croire qu'aujourd'hui, Kigali aurait ce visage? Qui aurait pu croire qu'il y aurait des dispensaires sur toutes les médicaux sur toutes les collines? Qui aurait pu croire qu'on circule facilement sur des routes souvent goudronnées, impeccables, alors qu'à l'époque, c'était un champ de ruines qui puait la mort et que la première chose à laquelle qu'on nous disait de faire attention, c'était les chiens errants, parce que les chiens errants avaient mangé les cadavres. Donc dès qu'on voyait des chiens, il fallait absolument s'en éloigner. Et il régnait une obscurité, un dénuement. Il faut savoir aussi que l'administration du régime précédent, qui était donc le régime génocidaire, avait emporté l'argent, avait emporté les documents, avait voulu laisser un champ de ruines et de désolation. Donc les ministères fonctionnaient de façon
mais surréaliste. Il y avait une telle pauvreté, une telle misère. Et bien sûr, le choc était à l'époque de la tragédie beaucoup plus visible. On croisait souvent des gens qui parlaient tout seuls dans les rues. C'était d'une tristesse absolument épouvantable. Et puis il y avait la menace de l'autre côté de la frontière de ceux qui s'étaient enfuis. Donc avoir réussi ce pari du développement qui n'est pas achevé, hein. Le Rwanda reste encore aujourd'hui un pays globalement pauvre. Et Kigali n'est pas le Rwanda, et quand on va dans les campagnes, on se rend compte que, bien sûr, il y a encore de la misère, il y a encore des progrès à faire, mais enfin, malgré tout, c'est quelque chose d'absolument admirable. Et puis, il y a eu aussi une stratégie de réconciliation qui, au fond, fonctionne pas mal, qui, là aussi, a des limites, mais qui fait que ce soit via les gachacha, ces tribunaux populaires qui sont une résurgence d'une vieille tradition rwandaise, que ce soit avec voilà, une résilience, les Rwandais sont très résilients, une résilience qui a fini par s'imposer, eh bien, il y a une certaine sérénité, il y a une certaine paix. Je crois que tous les Rwandais, toutes tendances confondues, reconnaissent au régime actuel, qui est le même depuis la fin du génocide, le retour d'une certaine sécurité. Merci beaucoup, Maria Malagardis.